J'ai donc l'immense honneur, pour remettre le premier prix, d'appeler M. Daniel Avis, président du groupe Matmut, ainsi que M. Guy Magalon, président du conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir. Le lauréat de la 6e édition du prix de Matmut d'innovation médicale est le professeur Philippe Ménaché. Bien, je voudrais naturellement remercier très chaleureusement la Fondation qui nous a aidés au cours de ces années, le conseil scientifique, bien entendu, les donateurs. Alors j'ai 5 minutes, m'a-t-on dit, donc je vais essayer de vous résumer en 5 minutes à peu près 20 ans de travaux sur la thérapie cellulaire dans l'insuffisance cardiaque. Je vous propose un découpage en 3 actes chronologiques. Avant le premier acte, il y a le prologue. Le prologue, ce sont les greffes de peau et les greffes de moelle, c'est-à-dire la démonstration qu'une cellule peut avoir un effet thérapeutique. À partir de là, l'acte 1, c'est la tentative d'exploiter cet effet thérapeutique dans une autre indication, l'insuffisance cardiaque. Nous sommes dans les années 1995-96, on pressent déjà l'explosion quasiment épidémique de l'insuffisance cardiaque dans tous les pays industrialisés. Et pour des raisons que je ne détaille pas, nous décidons de commencer par utiliser des cellules souches du muscle squelettique. S'ensuivent différents travaux expérimentaux qui vont bénéficier entre autres du soutien de la Fondation. Et puis le 15 juin 2000, je pratique la première greffe mondiale de cellules souches de muscle en complément d'un pontage coronaire chez un patient insuffisant cardiaque. Ce sera une série de 10 malades dont les résultats seront jugés suffisamment encourageants pour que nous mettions en place un grand essai multicentrique randomisé en Europe visant à tester les effets de ces greffes de cellules souches chez des patients insuffisants cardiaques. Résultat de l'essai, il est négatif, fin de l'acte 1. Il est négatif, début de l'acte 2, sur la base du critère principal de jugement. Il n'est pas totalement négatif parce que nous allons en tirer beaucoup de leçons, et principalement 3 leçons qui vont servir de socle au programme à venir. Et pour ce programme à venir, il y aura à nouveau le soutien de la Fondation. Première leçon, si on veut remplacer des cellules cardiaques, le plus simple, c'est finalement d'utiliser des cellules cardiaques et pas des cellules musculaires ou de la moelle. Et c'est la raison pour laquelle on va se recentrer sur des cellules souches embryonnaires pluripotentes qu'on peut, au laboratoire, avant la greffe, orienter en cellules cardiaques. Deuxième leçon, le transfert des cellules avec une seringue et une aiguille, tel qu'on l'a pratiqué au début, n'est sans doute pas la méthode idéale. Et on va se recentrer sur l'ingénierie tissulaire et la combinaison des cellules avec différents biomatériaux qui constitueront des vecteurs plus efficaces de transfert des cellules. Enfin, troisième leçon, même si les cellules ne vont pas persister indéfiniment, encore faut-il optimiser leur survie immédiate, donc leur apporter un support vasculaire suffisant. Et après avoir testé différentes techniques, on choisira un lambeau du péricarde, cette enveloppe qui entoure le cœur du péricarde du patient pour apporter ces facteurs trophiques. Et donc, au terme d'une petite dizaine d'années d'études précliniques, l'Agence nationale de sécurité sanitaire des produits de santé nous accorde l'autorisation de démarrer un essai pilote de faisabilité, de sécurité sur 6 patients. Cet essai commence actuellement et donc l'acte 2 est en cours. Je termine par brièvement l'acte 3 qui correspond aux perspectives et naturellement les
le prix qui nous est accordé ce soir, qui est accordé à l'équipe, va être extrêmement utile pour financer les travaux à venir. On a pendant longtemps pensé que les cellules qu'on greffait allaient par elles-mêmes fabriquer un nouveau tissu cardiaque. Plus personne ne croit aujourd'hui cette hypothèse et le mécanisme prédominant est sans doute différent. Le mécanisme d'action prédominant, c'est sans doute la sécrétion, la libération par les cellules greffées d'un certain nombre de facteurs qui vont activer des voies de réparation endogènes. Autrement dit, si régénération du muscle cardiaque il y a, elle va se faire à partir des cellules du receveur, mais correctement stimulées par les facteurs libérés par les cellules greffées. Et donc, le raisonnement est simple, si ces cellules marchent par le biais des facteurs, pourquoi ne pas utiliser simplement les facteurs ? Ce serait mon rêve, la thérapie cellulaire sans cellules, parce que ça représenterait une simplification majeure, les cellules restant au laboratoire pour produire les facteurs, mais les cellules n'étant plus transplantées, seuls seraient administrés les facteurs en question. Ça peut représenter une considérable simplification logistique, industrielle, économique, réglementaire, avec comme corollaire l'accessibilité de ces techniques à un plus grand nombre de patients. Ça reste naturellement notre objectif ultime, compte tenu du nombre considérable de malades insuffisants cardiaques, chez lesquels les médicaments ne sont plus efficaces, chez lesquels on ne peut pas proposer de transplantation ou de cœur artificiel. Il y a donc une tranche de patients susceptibles de bénéficier de ces techniques, même si ce n'est pas une panacée, mais simplement une option supplémentaire par rapport à toutes celles qui existent aujourd'hui. Donc pour tout le soutien qui nous a été apporté, encore merci. Et au nom de toute mon équipe, je tiens vraiment à vous exprimer très chaleureusement et très sincèrement notre reconnaissance pour la générosité dont la Fondation a fait preuve à notre égard au cours de toutes ces années. Merci. Pour le prix des mutuelles interprofessionnelles, j'ai l'honneur d'accueillir sur scène Maurice Renat, membre du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir, Catherine Levisage en tant que vice-présidente du conseil scientifique de la Fondation, et Véronique Forgueil, vice-présidente du directoire de la Fondation de l'Avenir. Merci de nous rejoindre. Le lauréat du prix des mutuelles interprofessionnelles des équipes émergentes d'un montant de 25 000 € et le professeur Elena Moreau pour ses travaux sur un nouveau biomarqueur dans la maladie de Parkinson. Félicitations. Merci beaucoup. Vraiment, je suis très honorée et très contente de recevoir ce prix en nom de mon équipe de recherche du CHU de Grenoble et de l'Institut des neurosciences de Grenoble. Je suis particulièrement contente parce que vous savez que la maladie de Parkinson, c'est la maladie neurologique et psychiatrique dégénérative plus fréquente. En France, on va calculer 150 000 personnes avec la maladie de Parkinson. Et le problème que nous avons maintenant, c'est que nous commençons à traiter notre patiente, notre malade, quand il y a les signes moteurs. C'est-à-dire, le malade vient chez nous, il commence à avoir des tremblements, des troubles du mouvement, des rigidités. Mais nous n'avons pas la chance de connaître la maladie, les signes non moteurs de la maladie, qu'elle commence 15 ans avant que nous voyions les malades dans notre bureau avec le tremblement. Donc l'intérêt maintenant de toute la recherche, c'est de trouver des biomarqueurs avant que la maladie se manifeste avec les signes moteurs. Comme ça, nous pouvons bien focaliser sur la prévention, sur ralentir la maladie de Parkinson. Alors, dans ce contexte, nous avons développé un modèle animal de rats parkinsoniens et nous avons trouvé que chez le rat parkinsonien, il y a une petite structure qui s'appelle colliculus supérieur. Il est impliqué dans la vision, dans les mouvements de la tête, quand vous voyez des objets qui sont émotions, il peut vous donner la définition du contraste de la lumière. Et ce petit noyau,
il est probablement affecté par la maladie avant que les malades ils développent les signes moteurs. Donc, l'idée, c'est nous pouvons avoir la façon de détecter l'anomalie de ce petit noyau dans les malades, dans les personnes qui sont à risque de développer la maladie, parce qu'ils ont, par exemple, une familiarité. Ça, il peut être très intéressant pour ralentir la maladie. Et donc, nous sommes en train de développer, nous avons déjà bien avancé avec la résonance fonctionnelle, la façon de pouvoir identifier l'anomalie de ce petit noyau. Donc, nous faisons en pratique des résonances imaginerie fonctionnelle chez les personnes qui viennent nous voir quand nous faisons la première diagnostic de la maladie. C'est-à-dire, ils viennent chez nous parce qu'il y a un an qu'ils tremblent et nous faisons la diagnostic de la maladie de Parkinson. Nous faisons l'IRM fonctionnel et après le traitement, nous voyons qu'est-ce qui se change. Donc, dans les modèles animaux, nous voyons qu'il y a une différence entre dans la réponse au colliculus avant que nous les traitons et après le traitement avec la lévodopa, avec des médicaments que nous utilisons. Et ça, il nous dit que nous avons des moyens pour détecter la pathophysiologie, la physiopathologie de ce petit noyau avant que la maladie se manifeste avec des signes moteurs. Donc, nous pensons que c'est très important parce que ça, c'est la nouvelle recherche vers les biomarqueurs non moteurs pour la diagnostic précoce de cette maladie très invalidante. Donc, je vous remercie vraiment beaucoup. Un nom aussi de malade. Merci. Pour remettre le prix MFP des donateurs, M. Serge Brichet, président de la Mutualité Fonction Publique, M. Philippe Girard, vice-secrétaire du conseil scientifique de la Fondation, et M. Michel Serven en sa qualité de vice-président du directoire de la Fondation de l'Avenir. Merci à vous de bien vouloir nous rejoindre sur scène. Le prix Mutualité Fonction Publique des donateurs, d'un montant de 25 000 € est décerné au docteur Isabelle Bonan pour son projet sur la stimulation sensorielle dans le traitement des AVC. Bonjour à tous. Donc d'abord, je voulais dire à tout le monde que j'étais très honorée de recevoir ce prix, et particulièrement le prix des donateurs, puisque donc c'est les donateurs qui ont choisi ce projet, et donc j'y accorde particulièrement de l'importance. Nous sommes effectivement une petite équipe de chercheurs à Rennes. On est au CHU de Rennes, de médecins de médecine physique et de réadaptation, et on travaille en collaboration avec une plateforme de recherche avec une IRM, des IRM fonctionnelles. Et donc nous nous intéressons aux troubles de l'équilibre après accident vasculaire cérébral. Vous savez que l'accident vasculaire cérébral, c'est la première cause d'handicap acquis de l'adulte. Et les troubles de l'équilibre sont particulièrement péjoratifs puisqu'ils altèrent énormément l'autonomie des patients et l'intégration sociale après cet accident. Donc c'est une partie des troubles de l'équilibre qui nous intéresse tout particulièrement. On pense qu'une partie des troubles de l'équilibre après accident vasculaire cérébral, et surtout quand il se situe du côté de l'hémisphère droit, est due à une mauvaise représentation du corps dans l'espace, ou on pourrait dire du schéma corporel, pour être un petit peu plus explicite. Et donc, on a eu envie de tester, d'une part, un traitement assez novateur de ces troubles de représentation de l'espace, et d'autre part, d'essayer de rechercher les aires cérébrales
qui sont responsables de ces troubles de la représentation du corps dans l'espace. Donc c'est ce qu'on a fait grâce à la première donation. On a donc passé des IRM fonctionnels à 20 sujets sains et on a trouvé des résultats très intéressants concernant donc les aires qui pourraient être intéressées par la représentation du corps dans l'espace. Tout ça va bien avec ce qui a été déjà écrit dans la littérature jusqu'à présent. Et donc la deuxième étape, c'est d'une part, on aimerait faire un autre traitement de nos IRM fonctionnels, à savoir de la diffusion pour voir comment sont corrélés et comment travaillent en connexion les différentes aires que nous avons mis en évidence. Et d'autre part, on voudrait aussi voir sur le traitement qu'on propose, qui sont des vibrations des muscles du cou, qui visent à recalibrer les informations sensorielles, par quels moyens, par quel mécanisme cérébral ces vibrations sensorielles agissent sur le cerveau, donc, afin de restaurer l'équilibre chez nos patients hémiplégiques. Et je pense que ça peut avoir très très rapidement des répercussions, et très rapidement, effectivement, puisque j'ai vu que c'était un des critères. Très rapidement, on pourrait mettre à l'épreuve et mettre ce type de rééducation en pratique chez nos patients directement. Voilà, donc je tenais à remercier la Fondation de l'Avenir, et puis donc tous les donateurs, et puis aussi mon équipe, puisque donc je ne suis pas toute seule, effectivement, dans cette histoire, et je remercie tout le monde qu'on puisse continuer cette aventure qui est vraiment extraordinaire sur le cerveau, toujours de travailler dessus. Voilà, merci beaucoup. Pour remettre la médaille AFCM, prix Jean-Baël-Espito, j'ai l'honneur d'appeler M. Étienne Cagnard, président du conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir, M. Christian Guichetot, président de l'Association française de cautionnement mutuel, et M. Jean-Baël-Espito, naturellement, en tant que président du comité de contrôle interne de la Fondation de l'Avenir. Alors, la médaille AFCM, prix Jean-Baël-Espito, qui est d'un montant de 20 000 €, est décernée au professeur Jean-Marie Joannic pour l'ensemble de ses travaux de recherche, notamment sur le développement d'une technique chirurgicale par fœtoscopie. Merci beaucoup. Merci au Conseil scientifique de la Fondation de l'Avenir. J'ai envie de dire plus encore aux donateurs. Vous l'avez peut-être entendu dire, mais en juillet dernier, nous avons à l'hôpital Trousseau, pour la première fois en France, opéré une maman après que, en début de grossesse, ait été porté un diagnostic d'une malformation terrible qui est la myéloméningocèle. Cette intervention a eu lieu au 5e mois de grossesse et a consisté en une réparation de cette malformation du bas de la colonne vertébrale, avec pour but principal de tenter de préserver le développement cérébral de cette petite fille. Cette petite fille est née après 8 mois de grossesse, malgré cette intervention qui représentait bien sûr un caractère relativement invasif. Cette petite fille a exactement 1 mois aujourd'hui. Cette intervention, elle a été rendue possible parce que depuis 15 ans maintenant, j'étais jeune chef de clinique au départ, la Fondation de l'Avenir a accompagné les développements de techniques thérapeutiques et chirurgicales en prénatal, en travaillant beaucoup sur des modèles ovins, sur le fœtus d'agneau. Cette intervention
elle a nécessité comme préalable l'obtention d'autorisations réglementaires. Et dans les avis qui ont été rendus par les différentes instances, l'antériorité de mon équipe, en particulier au travers de ces travaux expérimentaux sur le fœtus d'agneau, a apporté, je crois, un gage de légitimité pour développer ce projet. Bien sûr, on ne décide pas parce que les Américains l'ont fait quelques années auparavant. On ne se réveille pas un matin en disant je vais me lancer dans la chirurgie fétale. Ça suppose beaucoup de réflexion. Ça suppose aussi beaucoup d'entraînement, d'apprentissage à partir des modèles animaux. Et ça suppose aussi, pour la prise en charge de cette malformation, de tenter d'opérer plus tôt, d'être le moins invasif possible pour les mamans. Et ces travaux se poursuivent grâce à vous actuellement dans le développement, vous l'avez dit, de techniques moins invasives, en particulier dérivées de la fœtoscopie. Vous avez employé le mot de fidélité. C'est un terme auquel je suis très attaché. J'ai un très grand attachement avec la Fondation de l'Avenir. Vous parliez de la Porte de Choisy. J'ai connu le laboratoire de chirurgie expérimentale de la Porte de Choisy, puis ensuite celui de l'IMM. Et je travaille maintenant depuis de nombreuses années, grâce à votre financement, au laboratoire de chirurgie expérimentale de l'APHP. Je suis très touché par cette fidélité et au soutien que vous apportez. Je suis très touché aussi parce que ça attire à nous beaucoup de jeunes, de bébés docteurs qui sont contaminés par ce virus de la recherche et de l'innovation. Et cela, cette dynamique ne pourrait pas exister sans vous. Merci beaucoup.